là, il va falloir bouger un peu, là. Und dabei blüht auch dort die Liebe. In Göttingen, in Göttingen. Il faut refaire une salle, réhabiter, redonner une âme. Mais à travers leur visage, c'était déjà votre image. C'était vous déjà, et le cœur nu. Je refaisais mes bagages et poursuivais mon mirage. Ma plus belle histoire. Bonsoir Pascal. Bonsoir, On commence donc Mohamed. votre chronique avec cette exposition qui tient à la Cité de la Musique Philharmonique. Paris, fin janvier. Cette année, ce n'est pas le premier événement, Lia Barbara. Voilà, donc c'est juste que fin janvier, en fait, cette année, 2017, c'est les 20 ans de sa disparition. C'était le 24 novembre, elle avait 67 ans. Alors cette exposition est très didactique, notamment, elle reconstitue le dernier lieu de création où elle écrivait ses chansons. C'est sa résidence à Percy-sur-Marne. L'année, Barbara a commencé très fort, en février, vous vous en souvenez. Depardieu chante Barbara, c'est Depardieu qui a revisité le répertoire. Alors ces deux-là se connaissent, hein, puisqu'en 1986, ils ont fait une comédie musicale ensemble qui s'appelle Lily Passion. Et donc Gérard Depardieu interprète ses plus grandes chansons et il est accompagné du pianiste de Barbara, Gérard Daguerre. On peut les voir tous les deux pour le moment au Cirque d'Hiver. Ce n'est pas tout, il y a également eu un autre album signé Alexandre Tarot, qui est ce célèbre pianiste et qui s'est accompagné d'une série de jeunes vedettes, on peut le dire, hein. Juliette Binoche, Vanessa Paradis, enfin il y a toute une série, une liste non seulement d'actrices chanteuses mais aussi de chanteurs. Alors c'est pas tout, il y a eu également le film, vous l'avez dit, de Mathieu Amalric. Alors, c'est pas un biopic exactement sur Barbara, c'est pas son histoire, son enfance, non, c'est plutôt, il revisite son esprit, qui était cette personne à l'intérieur. Alors lui, Mathieu Amalric joue son propre rôle. Alors, je tiens pas en avant, c'est les images vont arriver. Il joue son propre rôle de réalisateur et la Barbara est incarnée par la magnifique Jeanne Balibar qui lui ressemble. Alors là, c'est vraiment époustouflant dans ce film. Voilà. Voilà donc pour Barbara et la frénésie autour de l'artiste. Oui. On l'a annoncé en début de journal, Pascal-Éric Vuillard remporte le prix Goncourt. On connaît également le vainqueur du prix Renaudot. Dites-nous tout. Alors, ces deux livres, c'est curieux, traitent de la Deuxième Guerre mondiale, un avant et un après. Alors, comme chaque année, le jury s'est rassemblé dans un célèbre restaurant parisien dont on ne dit pas le nom. Les débats ont été houleux et vifs, hein, puisqu'il a fallu quand même pour le Goncourt 3 tours de vote pour déterminer le gagnant. Alors, je vous propose d'écouter Didier Decoing, qui est le secrétaire de l'Académie Goncourt, et il annonce les résultats. Écoutez-le. Le prix Goncourt 2017 a été attribué au 3e tour de scrutin à Éric Vuillard pour l'ordre du jour aux éditions Actes Sud, par 6 voix contre 4 voix à Véronique Olmy pour Bakita chez Albin Michel. Ont également obtenu des voix Alice Zénitaire et Yannick Enel. Et de quoi parle au juste Pascal, l'ordre du jour, ce roman qui vaut donc ce Goncourt à Éric Vuillard? Alors vous savez qu'Éric Vuillard, au début, n'était pas du tout le favori pour 2 raisons. Eh bien parce que son œuvre, ce n'est pas un roman, c'est un récit. Ouais. Et en plus, il est publié par Actes Sud, qui, comme vous le savez, c'est la maison d'édition où travaillait Françoise Nyssen, qui est l'actuelle ministre de la Culture. Donc, d'une certaine manière, on se dit que cette candidature était exclue. Et en fait, pas du tout. C'est bien lui qui l'a eu. Alors, il utilise toujours la même méthode. Hein. Il se plonge dans une page de l'histoire, il décortique les coulisses de l'histoire d'un événement et ici, il décortique l'ascension de Hitler au pouvoir et notamment la complicité d'une série d'industriels allemands, comme vous savez. Alors le livre commence en 1933, il convoque les principaux industriels allemands, notamment Krupp, Siemens, Opel, et il les somme de financer la campagne du parti nazi. Il vient de devenir chancelier et il veut gagner les législatives. C'est assez passionnant. Alors, en 1932, le livre aussi, évidemment, vous l'avez dit, parle de l'Anschluss, donc l'annexion de l'Autriche, mais je ne vous en dis pas plus. Je vous propose d'écouter sa réaction. Il vient d'apprendre qu'il a gagné le prix le plus prestigieux quand même de la littérature française. Écoutez. Donc vous êtes content? Oui, je suis ravi. Très heureux. Bon, je suis heureux, un peu surpris. Vous savez, c'est un peu curieux d'être sous les flashs de cette manière, donc voilà. Mais j'ai pas grand-chose à dire d'autre. Le bonheur est sans mots.
Voilà, Le bonheur est sans nom. Et puis le prix Renaudot aussi a été décerné, Pascal. Ouais, alors c'est Olivier Gué pour la disparition de Joseph Mengele. Alors on l'avait reçu ici sur nos antennes à TV5. Il a passé 3 ans de recherche et d'enquête et d'écriture pour expliquer le parcours de ce docteur. C'est un docteur nazi qui a demandé à être affecté à Auschwitz et qui a perpétré, comme vous savez, des expériences médicales atroces sur les déportés juifs. Mais lui ne s'intéresse pas à cette période-là, il s'intéresse à l'après-guerre. Et le parcours, le livre commence en 1949 en Argentine. Argentine où, vous savez, beaucoup de criminels nazis ont trouvé refuge. Alors je vous propose de l'écouter. La même chose, il est devant le même restaurant et vient d'apprendre qu'il a gagné le Renaudot. J'ai voulu écrire ce livre-là parce que j'ai voulu comprendre en fait ce que la vie réservait lorsqu'on avait fait le mal en fait. Incarné par Mengele. Voilà pourquoi j'ai voulu écrire ce livre-là. Et j'ai voulu savoir quelle avait été sa vie, si à un moment il avait été puni ou pas. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là. Et j'ai voulu, voilà, j'ai jamais vraiment été dans sa tête, mais je l'ai suivi pas à pas. Et parce que l'histoire est incroyable. Merci Pascal.